Voilà. Alors Patrick, tu viens de sortir un dernier livre. 11e. 11e livre. 11e livre. Et alors, je sais que ça marche à fond. Oui, c'est un livre qui interpelle beaucoup. En fait, quand je l'ai écrit, je me suis dit mais bon, l'énergétique ou les thérapies dites vibratoires, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui se font sur à partir du Reiki, à partir du magnétisme traditionnel ou le magnétisme sous toutes ses formes. Mais il y avait encore beaucoup de choses à dire. Et peut-être que ce livre trouve ses racines il y a 50 ans. Il y a 50 ans, en 1975, j'ai été étudiant à Columbia, mais j'avais déjà un intérêt pour les Indiens d'Amérique. Et quand je demandais à mes copains, on peut voir des Indiens, ils me disaient Indians no more, il y en a plus. Et en fait, j'ai des copains qui nous écoutent, on a entendu parler d'une cérémonie en Caroline du Nord. Je dis c'est loin, non, it's not far away. Non. C'était, alors écoute, rigole pas, c'était 8 à 900 kilomètres. C'était un Paris-Nice en gros, quoi, tu vois. Et donc, je suis tombé sur, si tu veux, une cérémonie qui s'appelle The Trail of Tears, le chemin de larmes, et qui raconte la tragédie que les Cherokees ont vécue en octobre 1838. Mais pour la première fois, j'étais, si tu veux, en face de gens qui pensaient différemment, qui réfléchissaient différemment, qui percevaient le monde différemment. Je termine mes études, je reviens en France pour 2 ans avec l'envie de revenir en Amérique. Tu sais, à l'époque, c'était quand même quelque chose. Et j'ai touché le pompon. Et j'ai été le fondateur, le créateur et le directeur de la filiale américaine d'une division de Creusot-Loire. Creusot-Loire est peu connu aujourd'hui, mais c'est eux qui fabriquent les chars AMX. Donc moi, je ne travaillais pas pour la division armement, mais pour la division high-tech. Donc, si tu veux, l'histoire des Cherokees, ça m'avait impacté. Et j'ai fait partie d'une association culturelle amérindienne à Manhattan, parce qu'à Manhattan, tu sais, t'as des Arméniens, des Italiens, t'as le quartier chinois, t'as même un quartier allemand, Germantown, et puis t'as des Sioux, des Séminoles, des Cheyennes, etc. Et j'ai fait partie de cette association et j'ai rencontré mon premier enseignant qui était un Apache qui s'appelait Jamake Highwater. Et en fait, si tu veux, il a commencé à y avoir des fissures dans le mur de mes certitudes. Si tu veux, c'est un peu une longue histoire. Tu connais, tu sortais d'études... Mais oui, très conventionnelles. Bien sûr, c'était la physique théorique. J'avais un 3e cycle sur la nature du temps en mécanique quantique et j'ai repris les travaux du professeur de mathématiques d'Einstein qui s'appelait Minkowski. Et Minkowski, pour la petite histoire, en 1908, il a créé la métrique spatio-temporelle. Tu sais qu'Einstein a incorporé le temps, longueur, largeur, hauteur, temps, mais l'incorporation du temps, non mais, si, puisque tu vis le temps. L'incorporation du temps, en fait, ce sont les travaux de son professeur de mathématiques. Et donc, on va parler des espaces de Minkowski. Et déjà, Minkowski, si tu veux, il y avait le cône du passé et le cône du futur. Et quand ces deux cônes se rejoignent, donc on a un point, ça crée un présent. Mais au-delà des cônes, tu peux pas voir ce qui se passe parce qu'on dépasse le mur de la lumière. Donc, si tu veux, il y avait déjà on va dire des paradoxes et des incohérences, si tu veux, qui ont sorti un peu de l'ornière du c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pas prouvé, non, ça existe pas, enfin bref, tu vois. Mais quand j'ai rencontré donc ces gens, je suis allé à des réunions et j'ai participé à des cérémonies avec l'Apache. Et à peu près dans les 2-3 ans qui ont suivi, ça a été une période qui pour moi a été un bouleversement parce que j'ai rencontré Gregory Paxson, qui était un psychanalyste qui travaillait depuis la fin des années 60 sur les vies antérieures. Vie antérieure, c'est quoi ça? Et l'autre, je dis past lives. Il me dit yes. Je dis mais comment? Il me dit la machine. Je lui dis encore la machine à voyager dans le temps. Elle existe. Oui, qu'il me dit.
Alors je lui dis, mais elle est où entre nos deux oreilles? C'est intéressant, non? Tu vois? T'as mis tout de suite sur Mais oui, mais oui. Et donc, si tu veux, il y a eu toutes les années, si tu veux, d'expérimentation avec les vies antérieures. Ça a été l'époque où j'ai rencontré Kriyananda de la tradition védique que j'allais suivre pendant 20 ans. Donc, si tu veux, peu à peu, j'étais devenu un espèce de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tu vois, parce que j'étais toujours le patron de la filiale américaine. J'avais créé cette filiale, il y avait des employés. Enfin, tu sais, tu as été dans le business aussi, hein. Mais moi, mon territoire, c'était de la frontière mexicaine à l'Alaska. Donc, j'ai connu l'Amérique des grandes villes, l'Amérique des campagnes, où il y avait des usines d'électronique, où il y avait, quoi. Et chaque fois que j'avais du temps, ben si tu veux, je prenais du temps pour moi, pour visiter des musées, pour aller dans des réserves. Et peu à peu, je me suis rendu compte que il y avait aussi une autre manière de penser. Les premières perceptions sur les thérapies vibratoires. Alors je le raconte dans ce livre, La révolution de la médecine vibratoire. Ah, il faut le dire, je ramène à la conscience, c'était ma toute première régression. Je ramène à la conscience une vie de moine au XIe siècle, du temps de Guillaume le Conquérant. Et j'ai décrit une abbaye qui est pas loin d'Angers, enfin dans le secteur, si tu veux, qui est à côté d'Évreux, qui est l'abbaye du Bec-et-Loing. Mais moi, le Bec-et-Loing, je n'en avais jamais entendu parler de quoi que ce soit. Et j'ai décrit cette abbaye et j'ai décrit la vie de ce moine. Et donc j'ai décrit aussi la bataille de Hastings avec donc les Saxons qui dévalaient des collines, qui venaient s'embrocher sur les lances de la cavalerie normande. Donc, si tu veux, 3 ans plus tard, la semaine des Rameaux, j'habitais d'abord à New York et ensuite à Chicago. J'ai passé une semaine à l'abbaye du Bec-et-Loing. Et alors, si tu veux, le matin, j'allais à la messe. Tu vois, il y avait une messe à 7 heures, ils avaient plusieurs messes et des bénédictins. Alors, j'allais pas à toutes les messes, mais pour moi, c'était aussi une réflexion sur moi-même. Parce que la vie que j'avais, c'était, je conjuguais le verbe avoir sous toutes ses formes. C'est-à-dire, j'ai une voiture de fonction, j'ai un appartement de fonction, j'ai une indemnité d'expatriation, on me paye un voyage par an en business pour revenir en vacances en France, enfin, si tu veux. Mais il me manquait des choses, quoi, tu vois, et je comprenais pas pourquoi. Donc, en 1983, je suis au Bec-et-Loing, et en marchant dans la campagne, je vois un paysan qui arrive, tu vois, et de loin, tu sais, peut-être à 20 mètres, je vois un espèce de voile noir sur son ventre, et je me dis, il a un cancer. Donc, tu sais, j'arrive près du gars, et tu sais, bonjour, bonjour. Alors, il y a des coups, tu sais, tu passes, tu donnes un signe de tête, puis tu continues. Et je sais pas, on commence à parler, quoi. Il me dit, alors, vous passez quelques jours? Ben, je dis, oui, je passe quelques jours de réflexion, voilà, vous savez. Et puis, je sais pas, je parle de l'abbaye, je découvre que c'est magnifique, c'est vraiment particulier et tout. Et sans le vouloir, je lui dis comment ça va la santé et il me dit rigolez pas, j'ai un cancer du côlon et ça s'arrange pas. Et ça a été une des premières perceptions, tu vois. Et les perceptions ont peu à peu continué, surtout à partir des années 85. Ça t'est venu un peu comme ça. C'est venu comme ça. Mais je suppose quand même qu'il y avait des expériences, si tu veux, on va dire, d'expansion de conscience. Oui, parce que tu avais quand même fait t'avais fait des pratiques avec des gens. Absolument, absolument. J'avais commencé, si tu veux, à travailler sur les vies antérieures. Il y avait aussi les méditations et les techniques de Kriya Yoga, tu vois, avec des mantras. Et donc, il y avait quelque chose qui s'ouvrait, tu vois. Et donc, j'ai commencé à percevoir une espèce de lumière autour des gens vers les années 85-86. J'ai écrit un livre en 1991 qui s'appelle Guérison spirituelle et immortalité. Et lui, il a été le premier, si tu veux, à parler des corps d'énergie. Bon, là, j'avais pas loin de 10 ans avec Kriyananda. Le chamanisme, je le continuais encore. J'avais rencontré le docteur Yeshi Donden, donc 4 ans de médecine tibétaine, parce que j'avais besoin de donner un cadre à tous ces phénomènes. Tu sais, les gens qui disent
c'est des conneries, c'est ceci. Ça ne suffit pas et ça ne suffit plus. Donc ce livre essaie de démontrer que nous sommes des êtres hybrides. Nous sommes aussi bien des êtres physiques que des êtres vibratoires. Et pour moi, si tu veux, le second corps, si on a plusieurs, eh bien, c'est un prolongement de moi-même. Tu sais, c'est comme quand tu dis, tiens, c'est marrant, j'ai un peu mal au ventre aujourd'hui, ou oh tiens, tu vois, voilà. Et moi, je vais dire, tiens, qu'est-ce qu'il a, tu vois, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, tu vois. Et donc, j'ai commencé à créer une méthodologie de perception. Comment déclencher la perception vibratoire? Parce que tu sais, c'est un challenge. Je crois en 30 ans à peu près. Alors bon, il y a les gens qui ont fait des séminaires, et là, je sais plus, c'est peut-être 20 000 personnes, mais on a formé à peu près 1500 personnes de 19 nationalités. Il y a eu des Russes, il y a eu des Tahitiens, des Tahitiennes qui sont venus en France, qui se connaissaient pas, c'était des formations à des époques différentes, les Brésiliens qui sont venus après. Nous, on a été vivre au Brésil. Et donc, si tu veux, c'est intéressant de travailler avec des gens qui fonctionnent différemment de toi, parce que c'est toi qui vas t'adapter à leur structure. Tu sais, un Tahitien qui a un problème karmique, mais ça n'appartient pas à leur culture. Donc, il peut pas y avoir de transfert ou de dire, oh, je crois qu'au Moyen-Âge, etc., etc. Et tout à coup, une problématique qui durait depuis des années, elle fout le camp. Et aussi des réseaux karmiques que tu vas lire dans le premier corps, le corps éthérique. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était de partir de l'origine, c'est-à-dire de la médecine chamanique originelle. Tel que le monde entier a connu sans doute à un moment. Absolument. Mais si tu veux, quand tu creuses un petit peu l'esprit de la médecine chamanique, à un moment donné, tu te dis, mais attends, il y a une approche quantique là-dedans. Parce que l'approche quantique, c'est l'information qui se situe au niveau du monde des particules. Comment elles communiquent entre elles, tu vois. Et donc, ce livre essaie de démontrer que la pathologie, eh bien, elle commence d'abord par une information. Que nous sommes des êtres d'énergie et que nous avons des corps d'énergie qui nous enveloppent. Et donc, de l'atome à l'étoile, nous faisons tous partie du même squelette, du même cri d'amour. Mon cher Gilles, voilà. Donc tout ça, tu le racontes et tu fais une synthèse donc de 40-50 ans dans la révolution de la médecine vibratoire. Oui, alors je dois dire que de toutes ces médecines-là. Oui. Hein, alors bien sûr, il y a beaucoup de médecins qui réagissent, si tu veux. Enfin, des médecins, si tu veux, qui ont, on va dire, évolué dans leur conscience médicale. Hein, par exemple, des homéos, des acupuncteurs, ou même, si tu veux, des généralistes que ça marque, quoi. Tu sais, il y a longtemps, j'ai rencontré un groupe de médecins en 1986. C'était vraiment le début. J'étais revenu en France et j'avais quitté mon job depuis 1 an. J'avais pris un congé sabbatique parce que c'était trop et en fait je suis jamais revenu. Et donc il y en a un qui me disait, il avait déjà la soixantaine. Il me disait, tu sais, moi ça fait presque 40 ans que je fais de la médecine. Et donc, quand tu suis des patients, un patient, il a par exemple un problème thyroïdien. Si c'est pas grave, on sait traiter. On a des médicaments qu'il faut. 2 ans après ou 1 an après, le même patient va venir et il y a un problème rénal. Si c'est pas gravissime, on sait traiter. On traite, ça va mieux et ensuite, 1 an après, il va y avoir un problème ophtalmique ou alors un problème de peau, tu vois. Et donc, il dit, je me suis demandé, en fait, si on baladait pas une problématique d'organe en organe et s'il y avait pas autre chose derrière, tu vois. Et ce gars-là, il faisait, écoute, je pense à lui parce que c'est un gars que j'ai beaucoup aimé, on s'est côtoyé pendant quelques années. Il faisait de la sympathicothérapie endonasale. Tu connais ça? Interrogation, monsieur Gandhi. Hein? La sympathicothérapie endonasale, tu sais, c'est en plus simple, c'est la névraxologie. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, tu connais l'iridologie, tu connais l'auriculo, tu connais, tu vois, mais imagine-toi que dans le nez et dans le fond du nez, tu as une cartographie
identiques, tu vois, partout, exactement, hein. exactement. Et donc, si tu veux, ils prennent des grandes mèches, tu vois, et donc ils vont, par exemple, il y a un point dans le fond du nez qui s'appelle le Shenmen. Écoute, il te stoppe une sinusite en un quart d'heure. Moi, je l'ai expérimenté, quoi. Donc, si tu veux, pour moi, c'était un... Parler d'un truc dans le nez. Non, 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 non. Ben oui, les couvillons. Hein. Donc, quand il y a eu l'époque des écouvillons, moi, je connaissais déjà le truc, tu vois. Non, si tu veux, c'était intéressant de rencontrer tous ces gens-là qui, en fait, cherchaient une médecine, on va dire, bah, tu sais, une médecine de l'âme, une médecine humaniste, tu comprends, une médecine vibratoire. Hein. C'est-à-dire que tu sais, dans le livre, je parle d'un professeur de Harvard qui s'appelle David Sinclair. David Sinclair, il a théorisé que nous pourrions et nous devrions vivre à peu près en bonne santé jusqu'à 113 ans. Tu vois. Alors c'est vrai que 113, ça fait un peu vieux. Moi je dis 140, c'est mieux. Ah ben 140, oui, 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 oui. Mais il paraît que nos organes sont faits pour résister bien plus que ce que ça résiste. Comme les mammifères, comme les animaux. Oui, oui, oui. Tu sais, moi je me suis beaucoup intéressé à, on va dire, à l'anthropologie chamanique, c'est-à-dire comment ces peuples ont vécu. Parce que bon, beaucoup de gens font du chamanisme, mais tu sais, il y a une histoire de ces peuples. Et donc j'ai lu, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de livres sur l'historique amérindien qu'en France, tu vois. Hein, par exemple, dans ton incarnation précédente, tu étais un capitaine de cavalerie et tu étais en poste à ce qu'ils appellent the frontier, la frontière, c'est-à-dire les territoires sauvages, quoi, tu vois. Mais tu es un fils de famille, tu vois. T'es pas un espèce de soldat, tu vois. Hein, parce que si tu veux, ils envoyaient les officiers qui sortaient de West Point et bien sûr des fils de famille 2 à 3 ans dans l'Ouest. Donc il y en a eu, si tu veux, qui ont vraiment étudié authentiquement. Et donc, par exemple, tu vas écrire souvenir du capitaine de cavalerie Gandhi en poste à la frontière 1853. Tu vois, et donc, hein, on ne dit pas à Rose, mais tu vas prendre une femme indienne, tu vas prendre une Cheyenne. Mais à partir du moment où tu prends une Cheyenne, tu es enchaîné. Non, t'es pas enchaîné, tu fais partie de la famille. Hein. Et donc tu vas être invité aux rituels, aux cérémonies de chasse, aux cérémonies de puberté, aux cérémonies funéraires. Et donc tu es un homme instruit et donc tu vas écrire, tu vois. Donc c'est des bouquins qui sont beaucoup plus rares en France. Donc je reviens sur ce que tu disais. Quand les premiers trappeurs, principalement français, sont arrivés vers les années 1650, vraiment vers l'ouest, tu vois, ils ont fait une constatation historique, hein, c'est que par exemple, chez les Cheyennes et chez les Mandans et chez les Lakota, beaucoup faisaient 2 mètres, hein, et beaucoup de femmes faisaient 1,80 m, et ils ont été surpris par le nombre de centenaires qu'il y avait dans ces. Alors bon, bah bien sûr, hein, c'était pas des enfants de cœur. Hein, c'est des gens. Hein, tu vois, c'était des guerriers, quoi. Mais il y avait encore des règles, tu vois. Et donc Black Elk, hein, que j'ai suivi quand même pendant pas mal de temps et que j'ai fait venir en France en 1993, me disait avant l'arrivée des Blancs, écoute, 2,01 m, 140 kilos, tu vois, un peu le molosse, quoi. Quand je l'ai fait venir en France, bah écoute, j'avais un anglais courant. Hein, j'étais son traducteur, hein. Donc j'étais à Socotli, tu vois. Lui, c'était une montagne, quoi, tu vois. Et si tu restais 2 secondes, tu sais, à penser à autre chose, bah tu ratais ce qu'il disait. Il pensait en Lakota avant de parler en anglais, et il parlait anglais avec un accent Lakota, tu vois le boulot. Donc je lui disais, grand-père, vous pouvez répéter, je l'appelais Grandpa. Grandpa, can you repeat? Il me regardait comme ça, il me faisait tu vois. Alors il te remettait à ta place, tu vois. Et donc, si tu veux, il disait, mais avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas d'asile de fous, il n'y avait pas de fous chez les Lakota. La folie a surgi quand les Blancs sont arrivés, tu vois, etc., etc. Alors là aussi, tu sais,
Il y en a qui disent, oh, j'étais une réincarnation amérindienne, etc. Alors, il y a des gens qui lui disent, Wallace, il avait déjà, c'était le petit-fils du grand chaman Nicolas Black Elk. Nicolas, il avait 12 ans au moment de la bataille de la Little Bighorn. Donc, il a été le témoin historique de la destruction du 7e régiment de cavalerie. Et là, t'as le petit-fils, hein, qui a été éduqué par le grand-père, tu vois. Hein. Enfin, bref. Donc, les gens lui disent, moi, je pense avoir été où j'ai revécu une vie antérieure comme amérindien. Alors ça, je ne le crois pas. I don't believe that. Il dit, aucun Indien voudrait se réincarner en blanc. Oui, dans une certaine optique du temps, peut-être. Bon. Voilà, alors donc, dans ce livre, si tu veux, je parle aussi d'épigénétique. Hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, si tu veux, des techniques intentionnelles. Par exemple, hein, je vais peut-être le faire à la conférence parce que je l'ai fait la semaine-ci avec une formation. Tu penses, je respire à travers mon cœur, fermeture de mes gènes de pathologie. Je respire à travers mon cœur. Tu fais de la cohérence cardiaque en fait, hein, parce qu'à un moment donné, j'en parle un petit peu, mais il y a un autre livre là-dessus. Ouverture et déploiement de mes gènes de santé et de longévité. C'est-à-dire que tu envoies à travers l'activité cardio-électromagnétique de ton cœur, hein, puisqu'il émet un champ électromagnétique mesurable, une information qui va passer à travers tes cellules. Exactement, tu vois. Donc il y a tout ça, tu donnes plein de... oui, il y a une dizaine d'exercices dedans, tu vois. Donc ça fait déjà beaucoup, hein. Ouais. Ah ouais. Alors bon, moi je suis surpris et ravi, bien sûr, hein, de la portée qu'a ce livre. Hein. Écoute, cette semaine, dans Gala du 9 novembre, je suis cité. Tu vois, dans un Gala. Journal comme Gala. Pour les femmes, ça. Mais oui, Ben, oui, mais tu sais que Gala, mais Gala a tout un public. Ils ont fait un article sur l'invisible. Tu sais, tu dis, même Gala. T'es plutôt optimiste pour le futur. Écoute, moi j'ai eu beaucoup d'interviews et je trouve que les journalistes et les écrits qu'il y a eu, bon, il y a eu l'INRES, il y a eu Psychologie Magazine, il y a eu Recto Verso Suisse. Je trouve que ça a été des articles très chaleureux, quoi. Il y a Alternative Bien-être, hein, une journaliste s'appelle Sandrine Fonfrenet. Elle a fait le récit de ma vie, quoi. Et même moi, je me suis dit, je savais pas que j'avais fait autant de choses, quoi. Ouais. Voilà. L'Alsacien pousse ses premiers cris en Alsace, tu vois. C'était beau. Comment? Oui, parce que c'est vrai que t'es né en Alsace. Les gens qui veulent te rencontrer, alors les gens qui veulent acheter le livre, facile, il est partout. Oui. La médecine libre. Oui, en librairie et puis bien sûr hein, sur. Les gens qui veulent te rencontrer ou échanger avec toi, comment ils font? Ben c'est difficile hein, parce que tu sais j'ai reçu. Il y a un site internet. Oui, voilà, il y a un site internet, il est très simple, hein, c'est drop en un seul mot.com. Tu vois. Mais P comme Patrick ou P comme production, les deux. Exactement, drop.com, tu vois. Mais tu as beaucoup de mal à répondre aux mails, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que, écoute, j'ai reçu plus de 3000 mails en un mois et demi. Quoi. Oui. Et donc, si tu veux, il y a beaucoup de demandes, mais je réalise aussi tout le travail qui reste à faire, tu vois. Tous les gens qui vont pas bien. Et puis c'est un monde aussi qui se cherche encore. Tu vois. C'est un monde où il y a beaucoup de violence. Ce que j'essaie de démontrer aussi, c'est que l'un des aspects de la santé, c'est le lien que nous pouvons avoir avec l'environnement direct. J'ai vu que tu me parlais de l'écologie de la vie. Quoi. Exactement, hein, avec, si tu veux, vraiment d'avoir un lien avec l'univers. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à être un avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit, tout ce qui nage, tout ce qui vole. Tu sais, quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui est partiellement coupé des forces positives de la vie, de l'univers. Donc, quelque part, au chamanisme, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, écoute, Patrick, merci beaucoup d'avoir encore donné un peu de ton temps pour
Oh non, c'est moi qui te remercie parce que ce que vous faites, hein, Rose et toi, je trouve que c'est formidable. Hein. Et à la manière tibétaine, tout ce que vous faites, vous a retourné au centuple. Hein. Voilà. Hein, Merci beaucoup, Patrick, hein. et à bientôt.